Est-ce que, là, dans tout ce que vous racontez, j'ai l'impression que quand même la forme de ces rassemblements, dans la forme même, hein, au-delà de la parole, mais comment est-ce que vous étiez à l'écoute les uns des autres? À l'écoute, mais au regard aussi. Là, c'est ce que vous racontez. Très attentif. La multiplication de ces agencements collectifs d'énonciation. Est-ce que cette forme même, c'est pas déjà quelque chose qu'on pourrait appeler la schizoanalyse? La schizoanalyse est composée par aussi des formes de dialogue, de rassemblement, d'attention. C'est embryonnaire. C'est déjà des choses comme ça, oui. Parce que ces rencontres-là, c'est pas des rencontres simplement pour parler de ce qu'on fait, mais c'est des modifications instantanées, on pourrait dire, de la manière de travailler. En tout cas, pour moi, ça a toujours été ça. Quand on faisait ces groupes-là, bisannuels, on reprenait les choses autrement, quoi, hein, forcément, avec les patients dont on avait parlé. Donc c'est ça ça avait une fonction immédiate, comme ça, de bouleversement des points de vue, de contraste, etc. Et puis, je pense aussi que par rapport à ce que tu dis sur la schizoanalyse, et Félix le dit, ça ne peut pas être une nouvelle discipline. Il n'y a pas la psychanalyse et la schizoanalyse. C'est un peu la même chose que ce que Houry et Tosquelles disent. Il y a des gens qui disent qu'ils font de la psychothérapie institutionnelle, ça n'a aucun intérêt. C'est une référence, la psychothérapie institutionnelle. C'est un mode de pensée, c'est un état d'esprit, mais ce n'est pas une méthode. Enfin, ça se traduit peut-être par des manières de faire, évidemment, mais ça ne peut pas être codifié et figé selon une bonne démarche qui serait de la vraie psychothérapie institutionnelle. C'est toujours à reprendre, toujours à réinventer. Et la schizoanalyse, pour Félix, c'est un petit peu aussi un point d'horizon. C'est une référence qui va revenir vers la pratique, mais il ne pourrait y avoir en aucun cas une nouvelle association ou société de psychoanalystes. Ça n'aurait aucun sens. De schizoanalystes. Ça n'aurait aucun sens. Si c'est quand même... Enfin, je crois. Parce que Félix, quand même, qu'il soit dans des groupes politiques, qu'il soit à la Borde, qu'il soit dans sa pratique privée, ce qui lui importe, c'est ces phénomènes de production de subjectivité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui surgit, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, on est dans l'esthétique, c'est-à-dire dans le surgissement, le pathique, dit Houry, voilà. Et l'éthico, c'est quand même aussi sur... Il le dit très très bien dans ses trialogues, il dit oui mais jusqu'où tu es prête à aller là, parce que tu la reçois dimanche chez toi, mais quand même tu veux pas la lâcher quoi, donc tu es engagé. L'éthico c'est cet engagement qui fait que quand même tu lâches pas quoi. Et ça, il me semble que c'est cette particularité entre autres, la schizoanalyse. Il y en a d'autres parce que sinon on pourrait définir la psychanalyse comme ça, on lâche pas les gens, on s'engage et tout ça. Mais quand même, il y a ça. L'autre repère, c'est la psychose, qui est déterminante quand même pour penser Mais quel abord de la psychose? Oui. Il y a l'abord de la psychothérapie institutionnelle de la psychose, les recherches de Houry sur comment on pourrait, en fin de compte, le concept primaire de la schizophrénie, est-ce qu'on peut les trouver, Mais Félix prend la psychose, non, leur conception. Un peu autrement, avec Deleuze. Qu'est-ce qui fait que ça tient, qu'est-ce qui fait qu'on bricole des choses qui relancent du mouvement. Puis c'est pas tant la psychose que le processus schizophrénique. Dans quel processus, mais en fait, l'éthique c'est aussi ça, dans quel processus des gens s'engagent sans se casser la gueule. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais ce qui apparaît, c'est que
une mise en question du concept même de transfert. Parce que ce concept-là Ça rejoint ça. est totalement lié à la dualité du système. C'est-à-dire, il y a l'analyste et le patient. Et quelque chose se passe entre deux. Personne en plus. Ça peut tenir pour Félix aussi longtemps qu'on n'a pas affaire à la psychose. Et quand on a affaire à la psychose, c'est totalement impossible de travailler sur ce mode. Hein, pratiquement. C'est même impossible à monter. Hein, comme quelqu'un qui est en train de préparer une pièce de théâtre et dire on va jouer comme ça. Mais on ne peut pas, on ne peut rien prévoir. Tout est imprévisible avec un psychotique. Donc on sait que d'emblée, il ne s'agit pas de transfert et qu'il ne s'agit pas de relation à deux surtout. La relation est d'emblée multiple. Bon, ça c'est quelque chose que la psychothérapie institutionnelle avait déjà compris. Mais reste à savoir quand on sait cela, est-ce qu'on peut par exemple quand même dans un endroit se retrouver seul avec un psychotique et qu'est-ce qu'on peut faire qui ne soit pas de l'ordre de l'hospitalisation et des médicaments, etc. etc. Et ça a été très important pour nous de travailler parfois avec des gens très difficiles, très compliqués, qui est un peu le cas, pas toujours des cas qu'on raconte dans le trialogue, il y a quand même des gens qui sont dans des situations vraiment complexes. Un peu jeté. Et où cette complexité est nécessaire. Un peu d'aujourd'hui. Elle est utile, quoi. Heureusement qu'elle est complexe, quoi. C'est parce qu'elle est complexe qu'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire parce qu'elle met en jeu, au fond, beaucoup plus de personnages qu'on ne croit. Et pas forcément les personnages de la famille. Il y a aussi les personnages de la famille, mais pas uniquement. Et justement, Jean-Claude, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que en prenant cette hypothèse de la multiplicité, ce qui s'est travaillé sur la forme du transfert dissocié, multiréférentiel, en psychothérapie institutionnelle, bon, c'est d'autant plus possible qu'il y a de multiples intervenants. Hein, le patient s'adresse à des tas de personnes. Bon. Après ça, quand vous continuez, ce que je voulais dire tout à l'heure, avec Tram, vous essayez de trouver aussi un point d'appui qui serait ce collectif de patients. Hein, il y a votre bureau, les moments de rencontre, puis c'est souvent les mêmes patients qui se retrouvent à Tram, enfin un certain nombre d'entre eux. Hein, pas tous d'ailleurs, des gens que vous ne voyez pas, qui sont aussi à Tram, mais il y a une espèce de point d'appui d'un collectif. Et puis le temps passant, vous vous retrouvez de plus en plus dans cette situation que tu décris, ce patient psychotique et l'analyste, et comment il va se démerder alors qu'il n'a plus le collectif derrière lui, enfin, hein, les multiples intervenants, plus le collectif Tram, et il va devoir transposer tout ça à lui tout seul, dans son bureau, et inventer des choses totalement inspirées de tout le reste, mais sans en avoir exactement les moyens. Oui. Mais alors, est-ce que ça ne veut pas dire que quand vous êtes quand il y a en thérapie avec un schizophrène un peu lourd, ça ne nécessite pas justement une greffe réelle de ce qui est dans son entourage? Même à partir d'une relation duelle. À partir d'une relation duelle, oui. Bon, s'il y a une chorale dans le coin, s'il fait de la danse, voilà, je sais pas quoi, s'il parle espagnol, Donc introduire des éléments, on pourrait dire, de quotidienneté, pour pas dire de réalité, hein, mais des points d'accroche qui sont autant hétérogènes les uns aux autres, où l'analyste, le thérapeute se mouille en donnant quasiment des indications. Allez faire du football. Allez voir ce film. Oui, vous filez des bouquins, ou enfin vous avez fait des tas de trucs comme ça, quoi. Pas vous. Ce sont des choses, en tout cas moi je perçois comme des choses qui continuent encore actuellement. Oui, bien sûr. Les rapports avec mes patients actuels. On est très très loin quand même de toutes les principes qui nous ont été inculqués au départ. Principe fondamental, c'est de fermer sa gueule, quoi. Hein, on écoute et on n'est pas là pour parler ou pour raconter, etc. Chose avec laquelle il faut bien rompre, hein, si on veut vraiment avoir une quelconque efficacité. Alors maintenant, ça devient très banal. Il y a un engagement, un manque de neutralité totale, hein, refus de la neutralité.
à un moment donné, Félix il dit mais de toute façon tout seul là, il n'y arrivera pas. Si tu n'apportes pas des trucs à toi, ça va pas avancer. Il y a- Dans le groupe, quand on a fait ce groupe de relecture de l'Anti-Édipe et de Mille Plateaux, on découvre qu'on a des collègues qui en fait font du Guattari sans le savoir. Hein. Ouais. Et lui anticipait quelque chose que ceux qui recevaient finalement des patients très très compliqués étaient amenés à faire sans oser le dire. Hein. C'est de la prose sans savoir. Lors de l'échange, de la présentation de ton bouquin, Patrick Chemla a raconté l'histoire de cette analyste, cette femme analyste qu'il avait entendue dans un colloque de l'école de la cause, et qui raconte de manière orthodoxe le cas clinique, alors que ce qu'elle fait n'a rien à voir. Hein, ce qu'elle fait. Bon, mais donc Félix, on peut dire, théorisait, sentait, inventait par son travail avec Deleuze des choses nécessaires et que d'autres vont faire aussi, mais sans s'y référer parce qu'ils ne le connaissent pas, mais alors qu'ils sont bien obligés de procéder un peu comme ça s'ils se permettent de soigner les gens, vraiment. Hein. S'ils en restent à une pure orthodoxie, il ne se passera rien. Bon, donc il faut autre chose.